Je vais céder la parole immédiatement à mon collègue Bruno Berthier, maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc et historien du droit, pour planter le décor de cette journée. Merci. Merci Jean-François, bonjour à tous. Évidemment, c'est un plaisir d'être ici et de continuer à œuvrer dans le sens de la reconnaissance de ces institutions qui sont héritées du fond des âges, allais-je dire, en tout cas du brouillard des siècles et qui même me semble d'une actualité néanmoins évidente. Alors, il revient à l'historien du droit que je suis de planter le décor et d'essayer de retracer. Je vais essayer d'être relativement synthétique et de ne pas trop vous perdre dans des considérations techniques, mais de retracer presque 2000 ans d'évolution pour que nous comprenions bien quelle est la logique qui prévaut derrière toutes ces formes de commun, de propriété partagée. Donc l'article 544 du Code civil nous est devenu à ce point familier depuis plus de 2 siècles que nous oublions sa connotation idéologique qui est en réalité tout à fait révélatrice de l'idéologie ou d'une part de l'idéologie libérale des Lumières qui plonge ses racines via la renaissance de la science juridique antique, et notamment romaine, on en reparlera dans quelques instants, qui plonge donc ses racines dans l'humanisme philosophique antique, qui est décliné sur le plan institutionnel dans la prose technique des jurisconsultes du début de notre ère. Exclusive de toute concurrence, la propriété dans cette optique ne saurait bien sûr être qu'individuelle, en vue d'une valorisation de cet individu se reconnaissant quelques siècles plus tard dans le bon père de famille diligent de la prose civiliste, et à l'exclusion bien sûr de toute autre volonté concurrente ou conjointe de direction d'une parcelle foncière quelconque ou du moindre objet mobilier. Le droit de propriété répugne à la dissociation, celui du Code civil en tout cas, fort de sa propension à accorder l'entièreté des droits permettant la direction de l'objet d'une propriété à une seule main. Et l'institution du Code civil s'accommode tant bien que mal du démembrement temporaire et de toute manière limitée des éléments qui, nous disent les jurisconsultes, constituent cette propriété. Alors l'usufruit, le bail, qui est d'ailleurs au maximum d'une durée de 99 ans, ne saurait être dans l'esprit des législateurs de 1804 que des pis-aller qu'on tolère, et qui sont de toute manière ces institutions toujours réversibles en vertu du caractère éminemment plastique de la conceptualisation théorique, de l'abusus, de l'usus, et du fructus, qui sont susceptibles d'être réunis à tout instant et à nouveau ou presque dans les mains du vrai propriétaire, dans le but d'éteindre toutes ces situations transitoires de reconnaissance de 2 volontés en quelque sorte antagonistes sur la chose meuble ou immeuble concernée. Le Code civil a horreur des situations transitoires. Alors pareillement, la possession prétorienne, disent les juristes, en sa qualité d'antichambre de la propriété pleine et entière, qui est une construction tout aussi dénuée d'ingénuité sur le plan conceptuel. Donc cette possession, quoique de manière imparfaite, elle se révèle également très très favorable à la garantie contre une trop facile éviction du possesseur, qui est toujours présumé de bonne foi d'ailleurs dans le Code civil. Alors toutes ces notions, je n'entre pas dans le détail, mais toutes ces notions civilistes qui sont agencées dans leur perfection conceptuelle entre la fin du Moyen-Âge et puis le début des temps modernes, par des légistes, par des canonistes férus de droit romain, enfin de droit byzantin en réalité, d'un droit romain très très tardif. Donc toutes ces notions-là ont été communément intégrées par chacun d'entre nous parce que nous les avons assimilées en guise pratiquement d'aliment culturel, avec le lait du biberon en quelque sorte. Nous sommes des produits de culture. Et ces concepts-là, ils ne représentent pas, loin s'en faut, une panacée universelle de toute éternité. En témoignent, mais vous le savez ici, tous ces mécanismes aujourd'hui qualifiés d'alternatifs d'une propriété au contraire partagée, qui plonge ses racines dans le fond des âges, en ayant réussi le tour de force d'ailleurs de se maintenir, parfois au prix d'un travestissement de
de la nature originelle de ces institutions, il est vrai, dans les interstices en quelque sorte de l'échafaudage civiliste hérité voilà, des siècles et érigé en système hégémonique dans notre modernité institutionnelle. Alors ce sont des fossiles, mais des fossiles bien vivants. Je ne sais pas si on peut dire qu'un fossile est vivant. Enfin, voilà. Ce sont des fossiles bien vivants d'une conception ancestrale des droits exercés sur toute chose, au premier rang desquels la terre, bien évidemment. Et ces mécanismes-là proviennent voilà, de conceptions vénérables qui sont fondées sur l'utilité de l'usage, d'un usage le plus souvent collectif ou communautaire des biens, donc sur une utilité bien plus nettement que sur la revendication de l'exclusivité de la direction de droit ou de la libre disposition d'une chose. Ce sont des mécanismes, des mécaniques qui néanmoins ont été dépréciés par les juristes des temps modernes, par les juristes contemporains du 19e, du 20e siècle. Ils ont été, ces mécanismes, accusés de tous les maux parce qu'ils faisaient la part belle, justement, à l'entrave de la liberté individuelle et puis de l'intérêt purement privé, même si, voilà, ne nous leurrons pas, la communauté usagère, la communauté villageoise, donc ancestrale, dans le contexte des civilisations rurales traditionnelles, a toujours confiné allez, j'ose le mot, à l'addition des égoïsmes bien plus qu'à l'altruisme béat. Donc fidèle en cela aux mentalités du temps qui étaient étrangères des siècles durant à l'affirmation, voire à la revendication de l'autonomie individuelle vis-à-vis des groupes familiaux, les institutions foncières les plus ancestrales en Europe, comme il semble en être le cas au demeurant, comme il semble en être la norme dans toutes les sociétés premières, en dépit d'une multitude de différences de détails, eh bien, ces mécanismes s'avèrent ouvertement favorables à l'emprise du collectif, à l'emprise du groupe, sans égard donc à la somme des individus qui le composent. Et ça, c'est une grande leçon de l'histoire qui est corroborée depuis plus d'un siècle par la plupart des enquêtes ethnologiques qui sont menées auprès de divers peuples premiers qui peuvent se rencontrer. De sorte que, finalement, passé cette période antique, d'une parenthèse singulière de quelques siècles, au cours de laquelle voilà, la mainmise familiale de la terre placée sous l'autorité patriarcale d'un chef incontesté a progressivement glissé dans le patrimoine personnel reconnu à chacun des membres du clan. Passé cette parenthèse, eh bien, les usages ancestraux, en réalité, donc sous-jacents, plus que jamais dans maintes localités, mais qu'il était déjà sous le vernis voilà, du droit impérial à la fin de l'Empire. Ces usages, en fait, ont subsisté en dépit de l'image que l'on peut se faire du droit civil romain, voilà, régissant de manière irrésistible, nous semble-t-il, donc la vie des citoyens romains. Voilà. Or, depuis l'entame du Haut Moyen-Âge, au lendemain des invasions barbares, jusqu'à la date de la Renaissance ou de la seconde naissance du droit romain en Europe occidentale, c'est-à-dire la période charnière du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle, en parallèle d'ailleurs du renouveau de l'État moderne, qui a été soucieux d'éradiquer justement au nom de la rationalité économique ces institutions anciennes, la nature de ces institutions s'est perpétuée et donc du fait de l'attachement viscéral des populations à la tradition d'une utilisation communautaire du sol par la communauté des voisins d'une même localité, eh bien ces modes d'usage ancestraux se sont perpétués. Ils sont demeurés la norme dans les systèmes agro-pastoraux, notamment dans les systèmes forestiers, par opposition au finage labouré. Et ils ont contraint, c'est ce que je voudrais vous faire entendre très rapidement, une fois de plus sans rentrer dans le détail, ils ont contraint les juristes modernes au XVIe, au XVIIe siècle
voilà, proposer une explication voilà, de ces usages, de déterminer coûte que coûte leurs contours, comme pour mieux les contenir. Et ces jurisconsultes ont utilisé les matériaux de la science romaniste du droit, et ils ont, de manière complètement artificielle, élucubré de mauvaise grâce une théorie, voilà, des concepts qui permettait tant bien que mal de décrire la mécanique propre à ces usages. Mais à l'aide de concepts, je voudrais que vous le compreniez de manière voilà, étrange, parce qu'à l'aide de concepts parfaitement inadaptés en réalité à la logique intrinsèque de ces droits d'usage, puisqu'on a utilisé des concepts tirés de la définition quiritaire voilà, de la propriété ancienne et donc d'une propriété individuelle telle que je l'ai évoquée plus haut. Alors, le droit d'usage de chaque membre de la communauté sur la chose commune, c'est ainsi, voilà, sous la plume des légistes, commué en la reconnaissance, si vous voulez, au profit du bénéficiaire, d'une part de jouissance privative de la propriété indivise du groupe, comme s'il y avait eu un déplacement de propriété. Et ces juristes-là font référence à l'institution romaine de l'indivision, qui peine en réalité à rendre compte des modes d'exercice de cet usage, qui en réalité, depuis des siècles, était déjà encadré par une kyrielle de règlements coutumiers qui ont été réunis à cette époque-là sous l'appellation générique de bans ruraux, quand ils étaient peu à peu couchés par écrit, sous la pression des autorités de l'Europe moderne. L'usage dont il est question, qui est explicité par les juristes en vertu de concepts romains, il était et il est totalement étranger à la logique d'une propriété civiliste, c'est-à-dire d'une revendication exclusive du sol. Vous le savez très bien, puisque sur un même fond, sur une même parcelle, peuvent se superposer dans les mêmes confins toute une kyrielle d'usage, le cas échéant reconnu à des collectivités usagères différentes. C'est-à-dire que sur un même terroir, vous pouvez reconnaître à certains un droit d'affouage, à d'autres, dans exactement les mêmes lieux, l'opportunité d'y emmener voilà, paître du bétail, sans voilà, porter préjudice au premier. Et que dire de l'enchevêtrement dans les mêmes parages de tous les droits d'usage qui concernent les eaux, qu'elles soient courantes ou dormantes. Bref. Il faut mettre de l'ordre dans ce magma de prétentions usagères, et parce qu'elles sont, il faut l'admettre, à l'origine de lancinants conflits entre les communautés, et de l'avis des feudistes, qui sont des spécialistes du droit de fief, qui sont chargés d'en dresser la liste pour le compte des seigneurs fonciers, puisque les droits spécifiques reconnus par les seigneurs à leurs tenanciers contre le versement de redevances variées viennent obscurcir encore le système depuis le Xe siècle et l'avènement de la féodalité. Donc ces feudistes essayent d'en dresser la cartographie de ces droits d'usage pour obtenir des redevances de la part des collectivités usagères. Alors, comprenons par là que le droit d'usage reconnu à la communauté est censé avoir été concédé par le seigneur titulaire des droits éminents sur le ressort de sa seigneurie, et point besoin d'être voilà, plus précis en la matière. Alors, par l'astucieux tour de passe-passe juridique qui est encouragé par l'autorité princière, les usagers qui étaient jusqu'alors titulaires d'un droit d'usage collectif de la terre ou de la force motrice, voire du flot d'arrosage du cours d'eau, ne deviennent finalement que les ayants droit indivis d'une personne morale, au sens du droit romain, qui est devenu, dans la plupart des cas, le propriétaire exclusif des fonds concernés. C'est comme s'il y avait une dépossession personnelle de l'usager au profit de la personne morale. Entre être le propriétaire, j'emploie là par défaut des concepts civilistes, et n'être que l'ayant droit du propriétaire, il y a une différence fondamentale. Donc, cette personne morale, elle se perpétue dans le champ du droit privé jusqu'à nos jours, sous les traits d'une pure association foncière, ou bien plus souvent, elle rejoint
le domaine privé de personnes morales qui sont consacrées à la fin du Moyen-Âge, au début des temps modernes, au rang de communes, au sens de la législation française actuelle, c'est-à-dire de personnes morales de droit public, hein, puisque l'autorité étatique est désireuse de carrer son pré, en quelque sorte, hein, et de quadriller le royaume, voilà, de manière administrative, et on va utiliser donc pour donner naissance à la personnalité morale de la commune sur un territoire, eh bien la circonscription préexistante de la paroisse ecclésiastique. On peut parler ainsi d'une municipalisation des communs villageois qui est constitutive donc de cette forme de dépossession insidieuse des usagers originels et qui se révèle, ce tour de passe-passe, hein, à la source de la constitution finalement de nos communaux actuels, tandis que subsistent en marge de la reconnaissance de ces personnes morales publiques ou privées des droits d'usage, qu'ils soient d'ailleurs exercés collectivement ou tout universi, comme disaient les juristes du temps, ou individuellement, hein, ou de singuli, par de simples particuliers, sur les fonds d'autrui. Et on va là donc pousser très très loin le tour de passe-passe juridique, parce que dans ce cas-là, on va assimiler donc ces droits d'usage exercés sur le fonds d'autrui, collectivement ou individuellement, à des servitudes usagères, au détriment même de l'intelligence du droit romain initial, puisque ces servitudes voilà, sont censées être personnelles. Or, dans le Code civil, moi je ne connais que des servitudes réelles, hein, qui existent donc pour le bénéfice d'un fonds dominant, voilà, grevant le fonds servant. Donc on va tirer sur les concepts pour créer, afin d'expliciter voilà, de manière formelle ce que peut représenter ce droit d'usage à l'aide de toute la terminologie romaine, voilà, on va tirer sur les concepts pour créer cette espèce d'objet bizarre qui serait une servitude personnelle. Alors, par-delà la critique des physiocrates, il faut que je termine, et l'action énergique des civilistes ce qui va conduire à l'élaboration du Code de 1804, quoique dénaturés par cette romanisation voilà, musclée, hein, partielle de leur substance, eh bien ces mécanismes parviennent toutefois à se perpétuer, hein, sous ces formes un peu nouvelles jusqu'à nos jours, et avec plus ou moins de bonheur et d'acuité, hein, puisqu'ils sont en quelque sorte ces mécanismes, c'est paradoxal, mais presque légitimés par un code civil et des juristes qui en réalité veulent les faire disparaître. Alors, entre-temps, bien sûr, voilà, au cours du XIXe siècle, du XXe siècle, l'exode rural, la mécanisation, l'évolution des modes de vie sont passés par là pour contribuer très souvent à la désuétude, hein, de nombreuses de ces prérogatives usagères, qui pourtant ne demandent qu'à renaître dès lors qu'elles ne sauraient être abolies, quand il existe notamment des titres de propriété aptes à attester de leur existence et là encore, toute la question de la prescription extinctive, hein, de la désuétude par le non-d'usage, fut-il de longue durée, voilà, me semble pouvoir être contestée. Alors, évidemment, la situation est très variable, hein, d'une contrée à l'autre, et le dynamisme des sections de communes, vous en témoignerez ce matin, de vastes pans d'un massif central demeuré très largement agricole, tranche par exemple avec l'apathie que nous avons remarqué, voilà, Jean-François et les autres acteurs du projet de recherche Comont, hein, sinon même la léthargie, pourrais-je dire, hein, de ces communs alpins des Grandes Alpes savoyardes. Mais même dans ces contrées alpines que nous avons investiguées, quand en apparence il nous semblait que ces droits d'usage avaient disparu, il n'en était rien, puisque notamment ces sections de communes en léthargie, si je prends l'exemple des sections de communes, eh bien notre grande surprise, voilà, existe toujours dans les documents fiscaux, c'est-à-dire qu'en réalité elles ne sont qu'en léthargie, et elles attendent que nous nous occupions de leur revitalité en quelque sorte. Donc, hérité du fond des âges, hein, malmené en pays de tradition juridique romaniste depuis le Moyen-Âge, de plus en plus résiduelle, marginalisée, la propriété foncière collective, il faut bien l'appeler ainsi, je répugne à parler de propriété collective, parce que je suis romaniste quand j'utilise ces termes-là, mais je le fais faute de mieux. Bref,
Cette propriété collective, hein, dans le substrat juridique roman de notre législation actuelle, recouvre en réalité 3 formes génériques principales que je vais évoquer maintenant très rapidement, et puis Flora ira ensuite plus loin dans la présentation. 3 formes génériques principales que l'enquête que nous avons menée grâce à Jean-François sur le sol de l'ancien duché de Savoie, qui est constitutif aujourd'hui des 2 départements savoyards actuels, dans le cadre du projet Comont. 3 types que l'enquête a permis de dégager, qui sont des modèles archétypes qui permettent, je pense, aujourd'hui de poser le débat. Alors le premier modèle, c'est celui que nous avons, j'emploie là les termes donc alpins, c'est celui que nous avons rencontré dans le nord du département de la Haute-Savoie actuel. Je voulais projeter une carte, mais je n'ai pas eu le temps, étant arrivé à Paris tard dans la nuit, donc de mettre ça au point, mais je vous diffuserai ceci, bien sûr. Donc, ce modèle, c'est celui de la bourgeoisie du Chablais, notamment de la bourgeoisie de Saint-Gingolph, ou du consortage, donc dans la même contrée, dans la vallée de l'Arve, dans la vallée de la Drance, dans la région de Chamonix. Voilà, ce sont des termes qui viennent par imitation de ce que l'on trouve dans le Valais tout proche, ou dans le Val d'Ost, donc italien voisin, et Roberto Louvain pourra en parler tout à l'heure. Ces modèles-là, sous la forme d'une société ou d'une indivision foncière de droit privé, représentent l'un des modèles de survivance, généralement très vivace, de systèmes de propriété collective. C'est en quelque sorte, je reprends la formule de Jean-François, un club privé d'ayants droit. Jean-François, tu reconnais la formule, je te l'emprunte. C'est un club privé sur un patrimoine foncier à forte valeur identitaire, à forte valeur économique aussi. Ce club entretient en son sein donc de forts liens d'appartenance et génère pour ses membres le sentiment vraiment réel aujourd'hui encore de participer à une œuvre collective qui est d'autant plus valorisante qu'elle se montre dérogatoire au droit commun. Sur le sol du Chablais, nos amis bourgeois là, sont très contents d'être en marge des lois de la République. Ils sont très fiers de ça. Bref, ensuite le deuxième modèle, c'est la section de commune, qui est un avatar de droit public de l'entreprise systématique de municipalisation de la plupart des communs fonciers, donc qui est largement moribonde en Pays de Savoie, à l'exception de quelques cas singuliers, qui est moribonde en Pays de Savoie, mais ce n'est pas le cas en Auvergne, ce n'est pas le cas dans d'autres territoires. L'un des seuls cas vraiment de vivacité d'une section de commune en Pays de Savoie, nous l'avons trouvé dans le massif des Bauges, entre Annecy et Chambéry, dans le cadre de la section du couchant de Settenay, où la section là, donc, gère notamment, indirectement, une petite station de ski. Elle est très menacée aujourd'hui, évidemment, par les développements législatifs que Jean-François, par les menaces législatives que Jean-François évoquait tout à l'heure. Et la section de commune représente donc le second modèle de cette propriété collective, en l'espèce pour la cession de communes de nature bien plus nettement villageoise que celle de la société de droit privé dont les membres ne constituent pas ou ne constituent plus nécessairement une communauté de résidents. Et puis en une minute, pour terminer, les communaux cultifs de la vallée des Villars, en Maurienne, là on est dans le sud des Pays de Savoie actuels, comme ceux de la Combe de Savoie, entre Chambéry et Albertville, comme ceux de l'avant-pays savoyard, c'est-à-dire l'ouest des départements savoyards, plutôt la plaine, ou le paysage collinaire pour les Savoyards. Donc ces communaux cultifs, qui sont en réalité un peu moribonds, qui sont limités à une survivance purement juridique, sans enjeu réel d'exploitation foncière aujourd'hui, se rattache au mécanisme de la reconnaissance de ces fameuses servitudes personnelles là, que j'évoquais il y a quelques instants, ou plutôt du cantonnement de ces dernières sur des lots, sur des lopins attribués héréditairement et de manière privative à chaque bénéficiaire originel et à sa descendance sur la propriété d'autrui, en l'occurrence sur la propriété de la commune administrative dans le cas savoyard. C'est-à-dire que le droit d'usage sur
tout le bien communal a été en réalité réduit en un droit d'usage exclusif sur un petit lopin seulement, voilà, de ce vaste finage. C'est le mécanisme du cantonnement que les forestiers connaissent très bien. Bref, je conclus, constat troublant d'une diversité typologique, Flora va nous en dire plus, constat troublant d'une survivance concrète, malgré cette attaque institutionnelle, législative, de plusieurs siècles, constat du maintien d'institutions qui continuent, pour certaines d'entre elles, à porter du fruit, c'est-à-dire d'avoir une réelle utilité économique, et puis encore plus, sans doute, nous en ferons le constat unanime, je pense ici, porteur d'une utilité sociale, lorsque les enjeux purement agricoles et pastoraux se sont durablement, ou plus ou moins durablement, évanouis. À ce titre, tous ces mécanismes ayant triomphé du poids des siècles s'avèrent dignes d'intérêt, ne serait-ce que par la faculté d'adaptation dont ils ont fait preuve pour résister à la disparition, aux attaques des pouvoirs publics, en se maintenant, au gré des ajustements conceptuels finalement mineurs que j'ai retracés face aux évolutions sociétales d'envergure, qu'elles soient économiques, juridiques. C'est un patrimoine historique, indéniablement, mais ce n'est pas un patrimoine mort. J'ai employé de manière un peu outrancière tout à l'heure le terme de fossile, je le retire, ce ne sont pas des fossiles, ce sont des institutions qui sont seulement en sommeil pour certaines d'entre elles, un peu de belles endormies, et elles sont porteuses de sens, et il nous convient de les réveiller. Ce sont de formidables outils, je pense, pour penser la ruralité de demain, dans une dynamique résolument prospective, loin de tout passéisme, loin de tout folklore suranné. Ces institutions sont venues du fond des siècles et elles sont prêtes à jouer un rôle moteur dans la cohésion sociale, je crois, du monde qui vient. Voilà, je vous remercie. J'ai été un peu technique, mais j'en suis désolé. J'espère avoir posé les termes du débat.